Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Mbang Hadi Wouli, membre du Conseil national de transition de l'organisation de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes membre du Conseil national de transition de l'organisation de la société civile et en même temps autorité traditionnelle, Sa Majesté. Alors, dites-nous, quelle a été donc votre motivation en étant au Conseil national de transition, étant une autorité traditionnelle? Merci. Avant tout propos, je vous remercie de m'avoir invité à m'écouter. Deuxièmement, je remercie très vivement les plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil ministériel de transition, président de la République, chef de l'État, et le vice-président du Conseil militaire de transition, qui est le président ad hoc, avec les membres de cette commission, ont porté le choix sur ma modeste personne. En tant qu'autorité morale, dépositaire du pouvoir traditionnel, ça me fait la fierté et ça réconforte ma dignité au sein de l'hémicycle. En phase de la transition que le peuple tchadien, par le biais de plus hautes autorités, ont porté leur choix sur ma personne, donc c'est une marque de confiance placée en ma personne. Je suis de la corporation chefferie traditionnelle, qui est l'une des 12 composants qui constituent le Conseil national de transition. Et après, mes collègues m'ont fait l'honneur en me désignant comme point focal de la société civile. Donc, à notre sein, nous regroupons 6 corporations sur le 12. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Notre rapport ici, c'est pour un apaisement au sein de la transition. Et nous sommes là pour voter les lois, émettre des projets de lois, faire des propositions de lois au gouvernement. C'est un atout. C'est un atout pour moi et je suis très ravi d'être ici à l'hémicycle. Oui, vous êtes trop ravi d'être dans ce Parlement provisoire en tant qu'autorité traditionnelle. Quel serait donc votre apport en cette période de transition, surtout au niveau du Conseil national de transition, Sa Majesté? Mon apport, j'ai fait en sorte qu'il y aura un climat de paix, de cohésion et de voter des lois utiles qui tendent à répondre valablement à la transition dont le peuple tchadien a besoin. Et nous sommes là pour encadrer notre corporation au sein de l'hémicycle pour un rendement utile et fiable en matière de discussion, débat et émettre des propositions qui tendent à améliorer la vie du Conseil national de transition et apporter notre soutien indéfectible au Conseil militaire de transition en cette phase transitoire. C'est ça notre
Et l'apport d'une autorité traditionnelle que vous êtes? Nous sommes des garants des us et coutumes et nous incarnons la population. Donc, nous sommes les représentants de la population au sein de l'hémicycle. Bien sûr, les gens disent qu'on est désignés, nous ne sommes pas élus, mais le choix qui a été porté sur les différentes corporations, donc ça veut dire que c'est une élection, parce que ce n'est pas une mince affaire. Donc il y a plus de 800 candidats que on est retenu parmi les 93. Donc ça justifie que nous jouons un grand rôle dans l'apaisement pour que la transition aille dans la paix et dans la stabilité jusqu'au bout. Et l'Assemblée provisoire donc reste jusqu'à l'élection de nouveaux élus. Donc nous avons un chemin à parcourir. Pendant ce temps, donc en tant qu'autorité traditionnelle, nous sensibilisons la population pour comprendre qu'est-ce qu'est la transition. Et nous sensibilisons la population à l'unité nationale, au dialogue, au pardon, et à une prise de conscience pour que la paix et la stabilité chèrement acquises va être cimentée. Et en plus, nous sommes là, nous défendons la cause de la population lambda que nous représentons au sein de l'hémicycle et de porter leur voix à l'hémicycle, tous les problèmes qui tendent à améliorer les conditions de vie. Vous êtes ici les défenseurs de la population au sein de l'hémicycle. Sa Majesté, aujourd'hui, nous assistons à des conflits récurrents, les conflits agriculteurs-éleveurs. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier de votre expérience en tant qu'autorité traditionnelle dans la gestion de ces conflits, surtout que vous êtes une autorité traditionnelle? Eh bien, le problème des conflits intercommunautaires qui fait son rage dans notre pays, c'est un problème d'ordre politique. C'est les hommes politiques qui sont en train de manipuler pour des gains qui sont leur utiles. Ça, eux-mêmes, ils le savent. Mais je prends le cas de ma province du Chariba-Guermi. Nous avons mis une stratégie pour que tous les gens qui viennent en transhumance dans notre province, on leur donne certains privilèges en les octroyant des terrains pour abreuver leur bétail, pour le pâturage. Et ceux qui désirent cultiver, on les donne. Mais à condition qu'ils respectent les us et coutumes du terroir. Parce que si vous avez quitté chez vous pour venir chez quelqu'un, donc il faut le suivre. Ça, je suis très très rigoureux dans ces aspects. Mais ils ont la liberté d'implanter leur case ou leur ferrique. Et nous avons sensibilisé les autochtones à les accueillir avec des bras, comme ils sont des Tchadiens. Mais s'il y a des différences, donc automatiquement on le signale, de part et d'autre. Et ceux qui n'obtempéraient pas aux règles que nous avons mises en place,
Donc nous prenons des décisions pour qu'il regagne son province initiale dont il venait. Donc c'est partant de ça, et tout le monde s'est adhéré, que vous voyez, il n'y a pas de problème dans le Chari-Bakemi, parce que c'est une manière de connaître les gens par leur culture, par leur lieu d'accueil. Mais le problème des religions, nous, on n'en tient pas compte. Chacun est libre de faire sa culte, soit chrétien, musulman, animiste, mais les règles d'art, c'est de respecter les us et coutumes du terroir d'accueil. Oui, restons un peu d'abord dans le conflit agriculteur-éleveur. Tout de suite, dans vos éléments de réponse, vous dites qu'en ce moment, ce sont les hommes politiques qui sont à l'origine de ces conflits. Alors, dites-nous comment ces hommes politiques se prennent-ils pour être à l'origine de certains conflits agriculteurs-éleveurs ou soit oui, parce qu'aujourd'hui, les gens prennent comme étiquette que tous les éleveurs, ce sont des gens du Nord. Plus particulièrement ceux qui venaient du Bata, du Barkhazal et d'autres. Et les autochtones, on les prend comme des agriculteurs. Et si quelque chose ou une divergence qui se crée, directement ils appellent les hommes politiques. Sous prétexte que le bétail appartenait à ces hommes politiques. Eux maintenant, ils cherchent à influencer les autorités administratives, militaires, locales, pour à des fins utiles en leur faveur. Et les autochtones maintenant, comme l'administration et les autorités militaires et consorts, donc ils s'acharnent contre eux, il se fait en autodéfense. Donc, nous, les chefs traditionnels, donc on va venir pour arbitrer. Donc, on cherche à mettre à côté les autorités administratives et militaires et nous prenons les affaires dans nos mains pour traiter à l'amiable et à la compréhension de tous pour qu'il n'y aura pas de frustration quelque part ou soit de marginalisation des uns et des autres. Ces hommes politiques, vous dites en ce moment, c'est eux qui sont à l'origine des conflits agriculteurs-éleveurs. Votre message? Le message que j'adresse à l'endroit des hommes politiques, on est dans une période de transition. Il faut qu'ils cessent. Premièrement, la transition, ça veut dire c'est la paix, la stabilité, la concorde nationale. Et eux maintenant, le moment de faire la politique, comme certains qui cherchent à faire asseoir leur politique au dos des libres citoyens pour le futur. Mais ce n'est pas le moment. Il faut qu'ils cessent. Il faut qu'ils cessent de laisser le peuple gérer leur terroir tranquillement. Les éleveurs gardent leurs troupeaux tranquillement. Et nous sommes là pour coordonner les éleveurs et les agriculteurs. Et il ne faut jamais qu'ils se mixent. Parce que je prends sur le cas général, comme ici on est à l'hémicycle, donc nous représentons l'ensemble de la population tchadienne. Mais dans ma province, dans ceux qui
n'obtempérait pas à notre use. Donc, moi, je ne manquerai pas de prendre des sanctions sévères contre ces gens, ils le savent très bien. Mais sur le plan national, je leur demande qu'ils cessent par clémence pour que la paix, la stabilité, même la politique, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, ils ne pourront pas faire la politique. Et non seulement pour qu'ils font des antécédents auprès de la population, ça ne peut pas les honorer. Il faut qu'ils cessent ces pratiques et d'accompagner la transition, d'apporter leur contribution efficace pour l'apaisement de la transition, pour que le Tchad va refonder dans un climat de paix et de stabilité, et au moment opportun, ils vont jouer pleinement leur rôle en tant que leader d'opinion. Mais il n'y a pas que seulement les hommes politiques, Sa Majesté, même les autorités traditionnelles. Non, non. Non, ne vous dédonnez pas. Attends d'abord, non, parce que pour le cas des autorités traditionnelles, certes, certaines autorités traditionnelles, pour chercher des moyens de substance, ils créent des problèmes pour avoir quelque chose. Mais ce n'est pas comme le cas des hommes politiques qui poussent les gens à s'entretuer. Et s'il s'agit de chercher le mieux, non seulement ça, les autorités traditionnelles, les autorités administratives, même les autorités militaires, ils sont là pour vivre au dos de ces paisibles citoyens. Mais dans des sous-préfectures ou des départements ou des provinces, qu'ils sont trouvés un chef traditionnel qui dit merde à leur fameux opinion, donc ils se reculent. Ils se reculent. Mais c'est pas les autorités traditionnelles qui sont... Apparemment, vous êtes en train de jeter des anathèmes sur les hommes politiques, seulement, Sa Majesté. Non, en tant qu'autorité morale, je représente même, y compris les autorités politiques. Pour être un homme politique, tu as un village quelconque, quelque part sur l'ensemble du territoire. Et le village est commandé par un chef. Donc, quel que soit ton rang social ou politique, tu appartenais à un chef. Donc, tu dois du respect à ces chefs-là. Et les chefs maintenant, en tant que tu gères une portion ou une communauté, tu es comme un père. Le père ne peut pas être méchant, mais il va être sévère pour des corrections, mais le père ne peut pas être méchant. Mais ce qu'ils sont en train de faire, donc ça ne reflète pas ni à la démocratie, ni à la cohésion sociale, et ni à leur statut en tant qu'hommes politiques qui sont en train de gérer la politique. Oui, dans son discours à la nation, le président de la République a annoncé la tenue du dialogue national inclusif en février, ici le 15 février. Alors, comment vous avez accueilli la nouvelle? Nous avons accueilli avec des bras et avec joie et satisfaction, parce que le message dont le chef de l'État a lancé la veille du réveillon, non seulement ça pour le dialogue, mais il y a beaucoup des aspects positifs. Mais je prends le cas du dialogue. Donc, nous saluons cette annonce qui soulage même la population et les acteurs politiques, que certains hésitaient que voilà, le dialogue n'aura pas lieu, ainsi autre. Mais la parole d'un chef, c'est une loi.
Donc, maintenant, tous les regards sont tournés vers le 15 février. Si Dieu nous prête la vie, donc on va être là. Donc, nous maintenant, dès à présent, on va sensibiliser la population pour leur faire comprendre que le dialogue, c'est une retrouvaille des filles et fils du Tchad pour l'émergence de notre pays, pour la cohésion nationale, pour la refondation de notre institution et aller vers des élections libres, démocratiques, que à cette assise que toutes les décisions vont s'en sortir. Donc, on va leur expliquer d'être tolérants envers les uns et les autres pendant le dialogue. Donc, il y aura des mots. Mais il ne faut pas que les gens prennent comme un problème. C'est une discussion, mais la discussion a des finalités. Donc, la finalité, nous cherchons la paix et le développement socio-économique, culturel de notre pays. Et surtout la paix. Donc, on va sensibiliser la population dans ce sens et d'accompagner les autorités en charge de la transition pour que le dialogue va être un succès pour le Tchad, pour la sous-région, et partant de ça, donc, même d'autres pays vont copier l'exemple sur le Tchad si nous avons bien réussi le dialogue. Et Inch'Allah, nous comptons sur le Dieu. Oui, et avant de finir, la semaine dernière, vous avez eu à examiner et adopter une loi portant amnistie. Qui dit amnistie dit pardon. Alors, que dites-vous de cet instrument juridique qui appelle au pardon de tous les Tchadiens? Oui, c'est tellement juridique parce que nous avons, moi-même, je suis membre de la commission politique générale. Nous-mêmes, nous avons examiné le projet de loi que le gouvernement nous a envoyé. Et après, nous avons fait des suggestions et des amendements aux conseillers nationaux. L'amnistie, ça veut dire pardon. C'est un jalon que le président du Conseil militaire de transition a lancé envers le peuple tchadien. Parce que ceux qui sont en exil de différentes compréhensions, donc eux-mêmes ils le savent, politico-militaires, des opposants, et ainsi autres. Mais ceux qui sont été amnistiés, c'est ces gens qui ont été condamnés par la justice ou inculpés par la justice sur les faits d'actes de terrorisme, révolte, ainsi autres. Donc ils sont amnistiés par le chef de l'État, par un conseil des ministres, et ils ont transmis le projet de loi au niveau du Conseil national de transition et nous avons examiné et validé. Donc, c'est une manière de lancer un appel de cœur pour que tous les filles et fils du Tchad participent au dialogue national inclusif. Parce que si on parle de l'inclusivité, donc il n'y a pas l'exclusion. Donc, cette amnistie, donc, ça rentre dans le cadre des pardons, d'une part, mais de la cohésion sociale, d'une part. Et nous avons fait que notre devoir, parce que si aujourd'hui
Nous cherchons la paix, la cohésion sociale. Sans le pardon, rien ne pourra marcher. Oui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ces messages du pardon de Sa Majesté Mban Hadji Woli, qui est ici membre du Conseil national de transition de l'organisation de la société civile, que se referme cette édition. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous venons de recevoir sur ce plateau conseiller Mban Hadji Woli, membre du Conseil national de transition de l'organisation de la société civile. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation, Sa Majesté. C'est à moi de vous recevoir. Nous espérons encore vous revoir ici. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci.